Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà réunis pour célébrer le mois de l'Europe. Avec la pandémie du coronavirus, notre traditionnel forum du partenariat UE-Congo a pris une tournure numérique, comme l'ensemble de nos activités d'ailleurs. Nous remercions chaleureusement les partenaires de tous nos programmes qui nous rejoignent pour évoquer avec nous les grandes problématiques auxquelles le monde est confronté, le Congo en particulier, et bien sûr les solutions à y apporter. Protection des plus fragiles, préservation de la nature, relance économique, un thème sera abordé chaque semaine. Et ça commence tout de suite. Bon visionnage. Le ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire de la République du Congo a pour mission essentielle de prendre en charge les personnes vulnérables en vue de les emmener vers l'autonomisation. Pour ce faire, le ministère a adopté depuis 2017 une politique nationale accompagnée de son plan d'action 2018-2022. Ce qui est essentiel dans cette politique, c'est de permettre à ce que les personnes qui n'ont pas les moyens, qui vivent dans la vulnérabilité, dans la précarité, se sentent aidés et se disent que la solidarité nationale agit à leur endroit en leur apportant des solutions à leurs problèmes de tous les jours. Depuis que le ministère travaille, nous sommes toujours dans l'urgence et nous étions, avant que le Covid n'arrive, avec les inondations qui ont concerné une partie du pays. Mais avec le Covid qui nous a pas surpris, mais qui nous est arrivé en mars 2020 avec le premier cas. Et je crois que le ministère a été au front. Au front, pourquoi? Parce qu'on était tous surpris avec tout ce que nous avons comme problème. Surpris parce qu'il fallait prendre un plus grand nombre de personnes avec le confinement, le couvre-feu. Beaucoup de personnes pour leur permettre aussi de ne pas rester en marre et de continuer toujours à avancer. Et avec le Covid, il y a eu des nouveaux arrivants qui n'étaient pas vulnérables à l'époque, mais qui sont devenus vulnérables. Nous prenons le cas de ceux qui avaient des restaurants, des taximans, de tous ceux qui avaient au moins une petite activité et qui vivaient du jour au jour. C'est vous dire aussi que le pays qui a près de 70% des personnes qui travaillent dans l'informel ne pouvait pas s'en sortir. On a été vraiment soutenu par des partenaires. Cela n'était pas très facile pour nous de prendre en charge ces personnes. Dans le cadre de certains projets comme Téléma ou Lissougi, le défi pour nous tous, c'est de voir ce qui était prévu et ce qui peut être fait, peut être mis en mal à cause d'un événement très extérieur comme le Covid. Avoir la capacité de résilience, c'est notre action. Et c'est pour ça que nous voulons que tous les partenaires qui m'écoutent puissent se dire aussi que comment ne pas aider ce ministère à faire de telle sorte ce ministère et les capacités. Les capacités, c'est quoi exactement? C'est renforcer ses capacités en termes d'intervention, c'est permettre à ce que ces cadres soient formés, c'est permettre à ce qu'on puisse avoir les infrastructures, c'est faire aussi de telle sorte qu'on puisse renforcer les projets qui sont là en train de prendre en charge ces différentes personnes. Et je vous dis aussi pour terminer que nous sommes là toujours au service de ceux qui sont en difficulté. Le premier appui qu'on a apporté aux enfants, il était surtout en termes d'hébergement. On a augmenté les capacités d'accueil de notre centre d'hébergement et nos structures partenaires, Asie et les Salésiens de Don Bosco, qui ont des accueils de jour, les ont transformés en centres d'hébergement d'urgence pour répondre à cette situation de crise. En parallèle de ça, on a mis en place avec nos partenaires des distributions de kits dignité, soit à travers des maraudes, soit directement aux portes des centres d'hébergement, avec distribution alimentaire et de produits d'hygiène pour tous les enfants qui restaient dans la rue pendant cette période de crise. Les différences qu'on a pu rencontrer, les difficultés par rapport à ce qui se passait d'avant, c'est une pression économique bien plus forte sur les enfants qui sont en rue. Auparavant, ils pouvaient aller dans les marchés, la mendicité et permettre de subvenir à leurs besoins. Tous ces revenus sont revenus à la baisse avec cette crise et donc on a mis de la pression sur eux, d'où la réponse qu'on leur a apportée avec des distributions alimentaires. Et on constate également un nombre d'arrivées en rue plus important que d'habitude, avec des nouveaux identifiés qu'on connaissait pas et qui se retrouvent en rue depuis un mois et demi, et un nombre plus important que d'habitude.
Alors comment insérer les adolescents dans le monde du travail en couplant ces deux crises-là? Alors déjà, il faut savoir que notre public, il est en perpétuelle crise, si on peut dire ainsi, du moins dans un contexte de survie perpétuelle. Donc la crise économique et sociale, eux, ils la connaissent tous les jours. Donc c'est sûr que là, le contexte actuel amplifie cette réalité-là pour eux. De l'autre côté, la réponse qu'on cherche à apporter, qui était déjà la nôtre avant cette crise, c'est d'offrir des formations sur un temps relativement court, qui soient adaptées à ces jeunes-là et qui leur permettent d'obtenir une formation qualifiante dans un laps de temps relativement court et adapté à leurs compétences. On cherche à énormément parler avec les entreprises. On sait que le contexte économique est difficile pour elles, et de voir dans quelle mesure ils ont des opportunités de stage ou d'emploi pour ces jeunes-là. Donc le dialogue avec eux est extrêmement important. En dernier lieu, c'est de chercher à un peu plus orienter les jeunes vers de l'auto-entrepreneuriat, de sorte qu'ils développent leur activité par eux-mêmes. Et pour ça, on les accompagne avec la mise à disposition d'un kit d'installation, donc de leur donner tous les outils et les ressources nécessaires pour qu'ils puissent démarrer leur activité. Avant la crise sanitaire mondiale liée à la COVID-19, la violence à l'égard des femmes et des filles était déjà reconnue comme un problème majeur de santé publique dans le monde et une violation des droits des femmes et des filles, avec des conséquences multiples sur leur vie. La crise sanitaire actuelle est venue aggraver cette situation, avec une multiplication des violences domestiques ou d'autres formes de violence qui ne sont pas rapportées ou sont peu rapportées. Depuis l'annonce du confinement, il nous a été rapporté 32 cas de violence faites aux femmes et aux filles, dont 14 cas de violence physique. Ce sont en majorité des violences conjugales, soit 44% des cas. 12 cas de violence sexuelle, soit 38% des cas. 4 cas de violence psychologique et 2 cas de violence économique. Nous avons adapté les services des guichets uniques pendant le confinement. Les guichets uniques ont été en mesure de fournir des orientations à distance, soit par téléphone, soit par email. Il y a une collaboration avec les médecins pour la prise en charge médicale, une collaboration avec les services de police et de gendarmerie, vers lesquels nous référons celles qui souhaitent porter plainte. Nous nous attelons à ce que les femmes et les filles victimes de violences rapportées au guichet unique pendant cette période bénéficient de la prise en charge psychologique, de la prise en charge médicale s'il n'y en avait pas eu, notamment s'assurer qu'elles soient consultées par des médecins, faire des examens médicaux et bénéficier des soins. Il y a également une assistance juridique qui est fournie en cas de besoin. Nous avons prévu de réaliser des émissions et des spots radio pour la prévention des violences faites aux femmes et aux filles et des descentes dans les quartiers. Il est évident que par manque d'informations, il n'a pas été possible pour certaines femmes et certaines filles de dénoncer les violences qu'elles auraient subies. Ce travail de sensibilisation sera donc fait en collaboration avec les chefs de quartier et des organisations de la société civile. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons éradiquer les violences à l'égard des femmes et des filles. Tenant compte des besoins, il est urgent d'appuyer les initiatives de prévention des violences faites aux femmes et aux filles et des initiatives de protection des femmes et des filles victimes de violences pendant cette crise sanitaire et au-delà. Le renforcement des capacités, la structuration des communautés autochtones est un levier important qui leur permet, par exemple, à faire du plaidoyer dans la reconnaissance officielle de leur village. La structuration des autochtones est un moyen important qui leur permet d'assurer une participation effective au sein des organes décisionnels au niveau local. La structuration des populations autochtones est un moyen qui permet à ces dernières d'assurer la défense collective de leurs droits. Parce qu'il a été démontré que la défense individuelle par les autochtones de leurs droits a montré ses limites. Il faut aujourd'hui les accompagner à se constituer en groupe de pression, en groupe d'intérêt collectif, en association. C'est de cette façon que les autochtones peuvent créer des espaces d'expression et
faire passer leur message. C'est de cette façon que les autochtones seront considérés comme étant des acteurs à part entière avec lesquels discuter, dialoguer, avec lesquels interagir. Et donc, c'est le travail que nous avons commencé à faire dans le cadre d'un projet financé par l'Union européenne. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de constater qu'il y a des communautés autochtones, des leaders autochtones qui prennent des initiatives, qui interpellent les pouvoirs publics pour exiger plus de considération, pour exiger l'amélioration de leurs conditions de vie, pour exiger la reconnaissance effective des droits. Nous voyons aujourd'hui des leaders autochtones qui deviennent des acteurs incontournables dans les discussions avec les autorités locales. Nous voyons les autochtones aujourd'hui faire du plaidoyer auprès des services de la police, de la gendarmerie, au niveau des préfectures, lorsqu'ils sont en situation de violation de leurs droits. Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19, la BUD du Congo a mis en place une coordination nationale de riposte. Cette coordination nationale a pour entre autres mission de sensibiliser la population congolaise sur les dangers de la pandémie, notamment la population autochtone et la population bantou. La prise en charge des malades du Covid-19 et aussi l'assistance sociale aux personnes vulnérables sans différenciation sociale. La BUD du Congo a connu 2 avancées dans le domaine de la promotion et de la protection des droits des populations autochtones. Ces avancées sont liées à la publication des décrets portant notamment l'accès des enfants autochtones à l'école et facilitant l'alphabétisation des adultes, l'octroi des aides d'état civil aux personnes autochtones, la sensibilisation des populations autochtones et la passation de ces populations au projet de développement socio-économique, à la mise en place d'une coordination de gestion des projets en faveur des populations autochtones à travers le comité interministériel de suivi et de validation des projets en faveur des populations autochtones. À cet effet, en date du 27 mars 2020, Monsieur le ministre en charge de la Justice a mis en place le comité interministériel de gestion des projets en faveur des populations autochtones. Il faut aussi noter le fait que la direction générale, qui a été créée par le décret numéro 2017-261 du 25 juillet 2017, est représentée dans tous les départements du Congo à travers les directions départementales. Cette direction départementale joue donc le rôle de la direction auprès de cette population dans tous les départements du Congo. Il faut aussi noter le fait que le Congo a déjà adopté par le passé 2 plans nationaux d'action en faveur des populations autochtones. Il y a 2 plans qui ont couvert la période 2009-2013 et 2014-2017. On fait donc l'objet d'une évaluation qui a conduit aujourd'hui à l'élaboration d'un nouveau plan d'action national qui est en cours de finalisation, qui va être évalué dans les jours à venir. Ce nouveau plan va couvrir la période 2020-2023. Parmi les aspects les plus importants que la politique au développement de l'Union européenne est en train de traiter, il y a la question de la discrimination, la question de la protection et de la promotion des droits de l'homme et la question surtout des droits socio-économiques. Nous venons d'entendre maintenant nos partenaires, parmi les autorités et les gouvernements de la République du Congo, mais aussi parmi les représentants de la société civile congolaise, qui nous parlent d'actions qui ont été mises en place, par exemple, en faveur des droits des peuples autochtones, en faveur des droits des femmes et des filles et contre la violence de genre, et en faveur des enfants de la rue. Il s'agit de groupes discriminés, il s'agit de groupes dont les droits ne sont pas toujours reconnus, et il s'agit de groupes qui se trouvent dans des difficultés croissantes
Lorsque des situations de crise, comme maintenant, avec la crise sanitaire du Covid-19 ou avec la crise socio-économique que la République du Congo est en train de voir depuis quelque temps, lorsque ces crises sont en train de se déclencher. Donc, l'Union européenne cherche, en collaboration avec les autorités, en partenariat avec la société civile, de mettre en place des actions, des activités ciblant les groupes discriminés, ciblant la promotion et la protection des droits de l'homme, notamment pour les femmes et les filles, les enfants, les détenus, les personnes vivant avec handicap, les personnes LGBTI et davantage d'autres. Notre effort est de chercher de soutenir des actions qui sont portées par des partenaires qui sont actifs dans ces domaines et des actions qui puissent complémenter et intégrer les politiques qui, par exemple, les ministères des Affaires sociales ou les ministères de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones sont en train déjà de définir et de mettre en place. Cela est très important et permet aussi le renforcement des capacités des uns et des autres et le renforcement de la relation mutuelle de collaboration qui doit être en place avec les trinômes, Organisation internationale pour la coopération au développement, Organisation de la société civile et autorités étatiques. Ce premier forum est à présent terminé. Nous remercions sincèrement tous nos partenaires qui se sont pliés à cet exercice inédit. Retrouvons-nous la semaine prochaine, cette fois pour parler de protection de la nature à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, mais toute la semaine également pour suivre nos différentes activités et ce jusqu'au 12 juin. À très bientôt.